Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret de Star. Je suis avec un footballeur, un attaquant brésilien qui a marqué l'histoire du football européen. Un avant-centre élégant, instinctif, doté d'un sens du but exceptionnel, passé par Barcelone, Monaco, Marseille, mais surtout l'Olympique Lyonnais. Sonny Anderson, c'est un nom qui rime avec efficacité, générosité. Avec lui, nous allons revenir sur son incroyable parcours, ses débuts au Brésil jusqu'à ses exploits en Europe, en passant par ses souvenirs marquants, ses coéquipiers, ses émotions et bien sûr, les secrets de son incroyable instinct de buteur. Merci Sonny Gold de me faire cet accueil ici à TF1. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là comme d'habitude. On va revenir un peu sur toute ta carrière. On va revenir par des moments qui t'ont marqué, des moments qui t'ont touché aussi tout au long de cette carrière. Cette carrière, elle commence où? Elle commence au Brésil. Ouais, elle commence au Brésil. J'ai commencé le foot à l'âge de 14 ans, on va dire, dans un club de foot à Jaú. Jaú, c'est l'intérieur de São Paulo. Je suis arrivé à 14 ans et j'ai eu la chance d'être professionnel à l'âge de 16 ans et demi et de pouvoir être dans l'équipe pro déjà à 17 ans et signer mon contrat pro. J'ai pas fait beaucoup de formation, mais c'était assez riche parce que j'ai sorti d'une famille des footballeurs. Mon père, il était coach, mon frère, il était joueur. Et voilà, j'étais dans le foot toute ma jeunesse. Ils ont été tes premiers exemples, ceux qui t'ont donné envie d'être footballeur tout de suite. Oui, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, parce que mon père, comme en tant que coach, il était joueur et coach, on avait toujours les déplacements avec lui sur les terrains quand il allait entraîner. Mon frère qui était professionnel bien avant moi, donc on a tout grandi avec un ballon. Et avec les chaussettes à la maison, c'est là où on faisait des petits ballons de foot pour jouer entre les chaises de ma maman dans le salon. Voilà, on avait que le foot dans la tête. Et tu as toujours commencé avec cette envie d'être attaquant. Oui, j'ai commencé en tant qu'ailier gauche. Ok. Voilà, ailier gauche et j'ai commencé, j'avais l'âge quand je jouais avec mes copains, j'ai parti de côté gauche parce que là, on pouvait dribbler. J'aimais bien à l'époque quand j'étais gamin dribbler. Et quand je suis arrivé au centre de formation, mon frère, il était un numéro 8 à l'ancienne et moi, je voulais ressembler à mon frère. Sauf que j'avais un coach qui était le coach de l'équipe première. Et quand il m'a vu jouer avec les 14 ans, et il a dit, ben, non, toi, si tu veux faire une carrière, il faut que tu aies le numéro 9. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer à l'âge de 14 ans avant-centre. C'était qui tes modèles en tant que numéro 9? Bah, au numéro 9, j'avais Careca, avec au Brésil, qui a joué à São Paulo, joué à Naples. Et après, j'ai eu Marco Van Basten, avec qui j'avais une référence. C'était un buteur, ses déplacements, c'était quelque chose qui était exceptionnel pour aujourd'hui. La plupart des gens ne connaissent pas, mais quelle joie c'était Marco Van Basten. Légende, légende du football. Légende. À l'été 92, tu rejoins la Suisse. C'est ta première expérience à l'étranger. Tu quittes le Brésil donc pour l'Europe. Quel souvenir tu gardes de ton arrivée au Servette? Ben, c'était assez drôle parce que l'arrivée de Servette, c'était pas prévu du tout que j'arrive là-bas. C'était une erreur de l'agent qui m'amène dans un avion alors que je savais pas où j'allais. Il savait pas ce que j'allais faire en Suisse. Et j'arrive, j'ai fait un match amical contre le Auxerre. Et à partir de là, ben, on perd le match, mais ils m'ont gardé parce qu'ils ont dit que j'avais quelque chose dans mon football je pouvais rester en Suisse. Donc, tu veux dire que quand tu prends l'avion, tu sais pas où Je tu vas? sais pas. Je sais pas où je vais. En fait, j'avais fait un match au Brésil dimanche et le lundi, l'agent en question, il vient me voir, il me dit, Sonny, demain, mardi, tu pars avec moi en Suisse. Ben, j'ai pris l'avion le mardi, et j'arrive en Suisse à l'hôtel. Et là, une discussion toute la journée parce que c'était pas moi qui devais être dans l'avion, c'était Evaí. L'agent il devait venir amener Evaí qui jouait à l'Atalanta et qui avait rentré au Brésil, mais qui lui ne voulait plus aller en Europe, retourner en Europe. Et là, moi, je suis là, mais je sais pas pourquoi je suis là. Et du coup, bah, ils ont dit, bah, on va faire ce match amical, on va voir ce que ça donne. On perd, il pleuvait beaucoup. Giroud, il était assis sur son banc à côté de- Et à dans côté, la- il déjà était là. déjà là. Et on fait ce match et j'ai pensé ne pas rester parce qu'on perd 3-0. Pour moi, j'avais pas fait grand-chose. Mais là, ils ont dit qu'il y avait quelque chose et c'est là où l'aventure en Suisse, elle a commencé. Je ne devais pas être dans l'avion et là où je me retrouve ici. Finalement, c'est un coup du destin. C'est du hasard en fait qui fait. C'est complètement et de la chance parce que si Evaï n'avait pas dit non et si l'agent en question n'était pas ce jour-là dans mon club, je ne serais jamais là. Incroyable.
incroyable. Et j'ai saisi ma chance en disant, quand ils ont dit qu'on va garder, à ce moment-là, j'ai dit, je ne rentrerai plus jamais au Brésil. Il faut que je fasse une carrière ici en Europe. Et tu n'as pas eu de mal dans l'adaptation, parce qu'on parle souvent de l'adaptation des joueurs brésiliens quand ils arrivent en Europe. À l'époque, comment ça se passait? Tu n'avais pas de famille ici, tu n'avais pas de repères encore en Europe. Ben, je venais juste de me marier à l'époque et je suis venu avec ma femme à l'époque. C'était la première fois où vraiment je suis quitté la maison pour venir à l'étranger. Au Brésil, quand je quittais ma mère, j'avais pas de temps pour aller dans le club formateur. Mais en fait, je me suis dit dans ma tête, si je dois m'adapter, il faut que j'ai vu la vie ici, Ouais. en Suisse. Vous savez que mes amis, on était 3 Brésiliens dans l'équipe. Il y avait Renato, il y avait Simbal. Mais j'étais beaucoup avec les Suisses parce qu'il fallait que je m'adapte à la vie en Suisse, les coutumes de la Suisse et pour pouvoir déjà, parler français, pour m'adapter. Parce qu'en fait, si je reste avec le Brésil me manque, je ne saurais jamais m'adapter. Ouais. Tu vas rester en communauté. En communauté, le Brésil allait vraiment me manquer. Et là, non, là, je me suis dit, il faut que je m'adapte. C'est ce que j'ai utilisé pendant toute ma carrière, dans chaque club où j'ai joué. Il faut que je m'adapte au pays, je m'adapte à tout. Et voilà, j'étais en train de découvrir plein de choses en Suisse, pas que le football européen, mais aussi la neige. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout la neige. C'était la première fois. J'arrive au mois de juillet, il faisait chaud alors que j'étais habillé pour l'hiver. Ouais, À l'envers. tout à l'envers et découvrir la neige, de toucher, de pouvoir manger des choses que je ne mangeais pas au Brésil, que j'avais jamais eu la possibilité de. Voilà, ce monde-là, ça m'a commencé à me plaire. Et pour moi, c'était une découverte qui était positive. Sinon, je ne pouvais jamais m'adapter. Je me suis mis dans la peau, effectivement, d'un Suisse. Il faut que mes amis étaient suisses. Voilà, j'ai commencé à vraiment être intégré là-dedans. Et finalement, Sony, quand on te fait des interviews et autres, tu es un peu le plus français des Brésiliens, un peu dans ta façon de t'exprimer. Tu t'exprimes super bien en français. Tu as toujours eu ce contact, ce rapport aussi avec la langue française assez vite, en fait, assez tôt. Oui, parce que c'était la même chose. Quand je suis arrivé à Marseille, quand je suis arrivé même à Monaco, et j'étais à Lyon, sans mettre le Brésil en question, mais on est dans le plus beau pays au monde à vivre, c'est la France. Et on est riche au niveau de la culture, on est riche au niveau du côté humain. Je me suis adapté énormément parce que je me suis dit, si je veux vivre bien, il faut que je vive comme un Français, il faut que je vive dans la même, voilà, de penser, de réfléchir de la même façon, de voir les coutumes de vie, de savoir-vivre, parce qu'on a beaucoup parlé de savoir-vivre français. Et je me suis adapté facilement parce que le Brésil, il restera toujours le Brésil, ma famille qui est encore là-bas. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment français. Et donc, en 93, tu quittes la Suisse Ouais. pour la France, pour l'Olympique de Marseille. Un changement, un gros changement. Gros changement. Je passe chez l'OM, on connaît l'OM encore aujourd'hui, c'est l'un des clubs les plus populaires, si ce n'est le plus populaire de France. Ce passage de la Suisse à Marseille, comment il se produit, comment il est vécu? Ben, il est vécu dans le sens où, pour moi, c'était une évolution dans mon parcours. Parce que je venais d'être meilleur buteur du championnat suisse et de venir à Marseille, alors que j'avais d'autres contacts, notamment en Allemagne, en Portugal, et de jouer à Marseille. Voilà, venait d'être champion d'Europe quelques mois auparavant. Et je venais pour remplacer Alain Boxic à Marseille. Et on m'a toujours vu. Là, il y a eu des Brésiliens comme Moser qui est passé par là. Et Marseille était connu au Brésil. Et cette faveur de supporters, on m'a toujours dit, tu vas voir, Marseille, c'est comme si tu allais jouer à Rio. Le supporter, c'est comme au Brésil. Là, et je me suis pas trompé. Et ça marchait parfaitement bien dès le début de mon premier match. Voilà, je me suis dit, en fait, c'est ici que ma carrière va vraiment, vraiment démarrer. Et ta carrière elle décolle à Marseille. Ouais. Tu marques les esprits assez vite, assez tôt, mais tu restes uniquement 6 mois. Est-ce qu'il y a un regret en toi de te dire, mon aventure à Marseille, elle a commencé, mais finalement, elle se finit plus vite que prévu? Ben, parce que c'est encore une fois, le Marseille était retrogradé en deuxième division. Et je ne pouvais pas, dans ma carrière que je me suis faite, je ne pouvais pas jouer sans manquer de respect en Ligue 2. Moi, j'ai dit, bah, il faut que je joue en première division, il faut que je joue dans les grands clubs. C'est ce que j'avais imaginé par rapport à ma carrière. Le seul regret, c'est que Marseille était en Ligue 2 et que je n'ai pas pu continuer mon histoire avec Marseille. Mais je répète, c'est grâce à ce que j'ai fait à Marseille que
ma suite de ma carrière, elle était telle qu'elle était après, mais c'est grâce à ce que j'ai pu faire à Marseille, non seulement 20 matchs. Et ton rapport avec Bernard Tapie à l'époque? C'était assez drôle parce que c'est lui qui est venu me chercher à la demande des joueurs de Marseille. Parce que quand j'ai fait un match amical contre Marseille, ils avaient demandé C'est qui? c'est qui. Et là, ils ont dit boss, il faut le prendre lui. Parce qu'il y a Alain Boxier qui partait. Il dit il faut le prendre lui. C'est comme ça que je suis arrivé à Marseille. Et c'était assez exceptionnel parce que mon premier match à Martigues, il fait la causerie, il fait aussi sa causerie parce qu'il parlait aussi autant que le coach la causerie. On part pour le match à Martigues et il s'assoit à côté de moi et il fait mon petit Brésilien, ça va? Et ça va, pas de pression, tu as 6 mois pour flamber chez moi, tu n'as pas besoin de faire le premier match. Voilà. Et j'ai réussi à faire le premier match. Il a enlevé toute la pression que j'avais pour ce premier match parce que des joueurs que j'ai vus en Champions League, Didier Deschamps, Barthez, Djiméco, tous ces joueurs-là, ils étaient sur le terrain à ce moment-là avec moi, alors que j'ai vu gagner la Champions League. Et moi, je sois de Servette, mais Petite pression, ouais. il y avait cette pression de il va falloir que je sois au niveau de ces joueurs-là. Et il n'y avait pas eu de souci, ils m'ont accueilli parfaitement. 16 buts en 20 matchs, c'est fort. Oui, oui, voilà, c'est fort parce que je pense que l'atmosphère qui fait que voilà, les joueurs qui avaient à côté m'ont mis en confiance. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je crois que c'est Roger Jokaev qui était meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Moi, 16 buts. Je me suis dit, il faut que j'arrive à les chercher. Mais bon, j'avais du retard. Et le boss, il a essayé de te garder, il a fait le forcing. Il a essayé. J'ai une petite anecdote, c'est que le dernier match contre Martigues de la saison, il fait la causerie. C'était le dernier match en Ligue, en première division de Marseille avant d'être en Ligue 2. Et il y a Rui Barros qui est venu avec une petite voiture. Sa voiture, il avait une voiture. Et je regarde la voiture et là, il me dit, tu la veux? C'est pour toi et je te donne le temps pour l'année prochaine. Ouais. Tu signes chez moi. Et j'ai regardé, je dis, boss, ben non, je ne peux pas rester. C'est interdit de recrutement. Il a quand même essayé Jusqu'au bout, il a essayé de vous garder à l'OM. Mais bon, dans mon projet, c'est pas possible. Donc ensuite, après Marseille, tu passes donc de joueur, d'attaquant inconnu à buteur reconnu et tu files à l'AS Monaco. Oui. Ce passage à Monaco, comment il débute? Ben, il débute déjà, première chose, bien parce que c'est Arsène Wenger lui-même qui vient me chercher et qui m'a convaincu de venir à Monaco. Encore une fois, Monaco, je connaissais par le Grand Prix, je connaissais le Monaco parce que c'était Monaco au premier lieu, mais jamais la ville, je ne la connaissais pas du tout. Et la première année, c'était compliqué parce que moi, je me suis blessé. Arsène, il part au Japon. Et là, c'était une première saison où je me suis dit, ben, j'ai pas la même chose qu'à Marseille. J'ai pas le public qu'il y avait à Marseille. J'ai pas cette envie de jouer qui donne cette envie de jouer parce que Monaco, faut pas se mentir, vous êtes footballeur, vous pouvez vivre normalement, alors qu'à Marseille, vous pouvez pas vivre normalement. On me fait sentir vraiment qu'il y a le foot. Et ça, c'était compliqué la première saison. Je me suis blessé à la bout de plantaire. J'ai eu du mal à revenir. Je crois que j'ai marqué 11 buts dans la première saison. Et je souhaitais partir mais j'ai eu quand même un joueur et en plus ma famille qui m'a mis en place à ce moment-là parce que j'ai eu Gilles Guimondi qui m'avait dit Sonny, attention, tu es en train de prendre la grosse tête. Ah ouais. Et j'ai eu ma famille au téléphone qui regardait les matchs à ce moment-là et il m'a dit attention, tu n'es plus le même. C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est Parce que le matériel? En fait, non, je me suis pris supérieur à Monaco à ce moment-là. C'est-à-dire que je viens de Marseille. Pour toi. Exactement. Monaco n'a pas. Il n'y avait pas le public. Et on avait du mal à. Alors qu'on avait une équipe qui était avec Yuri Jokaev, Enzo Schifo. On avait une équipe qui était avec Thuram, qui est compétitif. L'arrivée de Fabien Barthez. Et sauf que moi, je ne trouvais pas la même chose qu'à Marseille. Ouais. Et là, heureusement qu'il y a eu Gilles qui m'a alerté et des membres de ma famille qui étaient au Brésil qui regardaient les matchs, disant que mon attitude, c'est pas ça. Et à partir de là, je me suis dit, alors, c'est pas eux, c'est moi. C'est bien d'avoir pris conscience de ça pendant ta carrière et pendant ce moment-là, parce qu'il y en a qui peuvent dire j'écoute pas ce qu'on me dit et j'avance. Oui, parce qu'en fait, quand vous connaissez les gens qui vous disent ça, ils veulent que le bien. Ouais. Parce qu'on connaît ceux qui connaissent Gilles Guimondi, s'il m'a dit ça, c'est parce que c'était pour mon bien, c'est ce qu'il entendait les joueurs dire entre eux.
Et quand ma famille qui est au Brésil, qui voit les matchs, ils voient mon attitude, et je dis, bah, là, ça veut dire que c'est moi qui est dans le... Et j'ai regardé mes résultats, j'ai regardé ce que je faisais de terrain, et ben oui, ils ont peut-être raison. Et à partir de là, voilà, Remise en question. remise en question et j'ai travaillé. C'était pas la faute des autres, c'était moi. C'est moi et j'ai réussi à finir ma abitur sur la 2e saison. Et tu es même élu étoile d'or par France Football. Oui. Grosse distinction. Et tu es meilleur buteur du championnat en 97. Oui, exact. Ouais. Monaco, ça reste quand même un souvenir où tu as marqué les esprits. Tu as le buteur s'est quand même imposé à Monaco. Oui, parce que je venais aussi, encore une fois, de remplacer Jürgen Klinsmann. Ouais. Voilà, c'est pas rien. Il y a eu Georges Weah qui était avant, il y a eu Klinsmann. Il fallait être à la hauteur. Et effectivement, mais après, encore une fois, on a eu une équipe qui était des amis, des copains, qui s'entendaient bien. Il y avait des joueurs à côté de moi. Et la remise en question de dire, il faut que je retrouve mon football d'avant. Et c'est exactement comme ça. Mais c'est un super souvenir à Monaco parce que d'être à Monaco, de jouer à Monaco, qu'il n'y a pas énormément de public, qu'on ne parle pas football vraiment, de réussir vraiment 2 saisons comme je l'ai fait, il y a des très très bons souvenirs. Donc finalement, en si peu de temps, tu marques le championnat de France et après tu files au FC Barcelone, le grand Barça. L'équipe qui titrera La France perd Anderson. Donc c'est dire ce que tu as que marqué finalement dans le championnat de France. Pourquoi avoir rejoint le FC Barcelone et pas le Real Madrid par exemple? Tout simplement, c'est que l'offre qu'a fait le Barça à Monaco, à l'époque, ne pouvait pas être refusée par la SM. Et en plus, j'allais pour remplacer R9, Ouais. Ronaldo. En fait, l'histoire de ma carrière, elle est pour remplacer des joueurs. Toujours. Toujours. Et pas n'importe quel joueur. Il y a pas, voilà. Et que Ronaldo, il part à l'Inter de Milan. Et à l'époque, Barcelone cherchait un joueur, Van Gaal, qui était le coach. Il est venu voir des matchs de Monaco. Et c'était bien évidemment la saison où j'étais le meilleur joueur de la saison. J'ai fait une super saison. Et le transfert de 180 millions de francs à l'époque, Monaco, à ce moment-là, je ne voulais pas partir de Monaco parce que je venais de re-signer, je voulais rester, faire une Coupe d'Europe vraiment en Ligue des Champions avec Monaco. C'était l'arrivée de Trezeguet, de Henry. Je me suis dit, il faut que je reste dans ce club-là. Et après, l'offre de Monaco et l'offre de Barcelone, d'aller à Barcelone, c'était quand même exceptionnel, un rêve pour beaucoup de joueurs. J'ai pas eu l'offre de Real. J'ai eu l'offre de Real. C'était Barça. Et toi, dans ton enfance, tu étais supporter du Barça plus jeune ou tu n'avais pas forcément de club? En Europe, j'avais pas vraiment de club en Europe. J'avais suivi des joueurs comme Romario, Carrica. Je suivais des joueurs qui étaient en Europe. Je regardais beaucoup le championnat italien, l'espagnol. On connaissait un peu ce qui s'est passé dans le championnat de France par des joueurs brésiliens qui passaient par là. Mais non, en Europe, j'avais pas vraiment un club. Et avec d'avoir joué à Barcelone, on devient supporter de Barça. Ouais. Tampon, quoi. Tampon, exact. Et l'histoire du FC Barcelone avec les Brésiliens, elle est spéciale aussi. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Toi, tu avais ce rapport aussi. Tu t'es inscrit dans cette lignée. Là, il y a quand même des super noms comme Romario, comme Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar. C'est des joueurs qui ont marqué vraiment, qui sont venus comme grandes stars. Moi, à mon arrivée au Barça, je viens pour remplacer Ronaldo. Et c'est très difficile quand vous allez quelque part, notamment au Barça, pour remplacer un joueur, parce qu'on attend de voir ce joueur-là. Numéro 9, brésilien, il doit être comme au R9. Ouais. Il n'y en a pas, ça n'existe pas comme le R9. Il est unique. Et à partir de là, au début de saison à Barcelone, c'était bien. Et on avait 2 autres Brésiliens, il y avait Rivaldo et Giovanni, qui on s'entendait bien entre nous. Mais Rivaldo, c'est arrivé la même année que moi. Et lui, il était déjà au Deportivo La Coruña quand il vient. Ouais. C'était déjà une star dans le championnat espagnol. Et moi, c'est quelque chose que les gens ils voulaient découvrir. Les premiers matchs, c'était bien. J'ai parti en équipe nationale. Après, c'était moins bien. Mais aujourd'hui, je suis très bien quand je vais à Barcelone. J'ai gardé des souvenirs. Les gens, ils ont des souvenirs de moi, de ce que j'ai fait au Barça. C'est ce qui est important. Quand tu voyais les joueurs brésiliens, tu en parlais des numéros 9, Ronaldo par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui dans sa carrière? Tout. J'ai eu la chance de jouer avec lui en sélection et sa puissance, sa technique, changement de vitesse, la facilité qu'il avait pour être devant le but. Il n'avait jamais peur
C'était la formation qu'on avait, nous, au Brésil, en tant qu'attaquant. Il faut aller, il faut provoquer les défenseurs. Mais lui, il avait une facilité, une puissance qui était. J'ai pas vu vraiment un numéro 9. Pour moi, c'est de tout le temps, c'est le numéro 9 qui a. C'est le meilleur numéro 9 de tout le temps. Ouais. Et j'ai l'impression que le Brésil ne forme plus ce genre de numéro 9. Est-ce que c'est un changement de formation? Est-ce que c'est une question générationnelle finalement? Je pense que c'est générationnel parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on n'a plus de formation de numéro 9. Le numéro 9, il est en train de disparaître. Le vrai numéro 9, c'est le joueur qui est capable de jouer avant-centre. On n'a plus là-dedans. Moi, j'ai une idée de pourquoi. Parce que la réussite et ce qu'a fait Messi et Cristiano Ronaldo, que ce pas des avant-centres et qui ont dominé le foot pendant 14 ans, les deux tout seuls. Et les joueurs qui arrivaient après, ils étaient plus formés pour jouer sur le côté. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de joueurs qui sont faits pour jouer sur le côté et qui font la différence, pas vraiment des avant-centres. Et le Brésil n'est pas une exception. Le Brésil a resté avec des joueurs comme Vinicius, Neymar et Rodrigo. Voilà, Rafinha, c'est des joueurs qui sont formés sur le côté, mais pas vraiment d'avant-centre. Et toi, pour toi aujourd'hui, le joueur qui représente le mieux ce numéro 9, un instinct de buteur, c'est qui? On est en train de perdre énormément, il ne reste pas beaucoup. Ceux qui restent, ils sont en train de prendre de l'âge. Kane, Lewandowski, Suarez qui est parti très loin. Benzema, tu le mets dans ses... 9,5. Benzema, c'est un joueur de ballon. C'est pas un numéro 9, c'est pas un avant-centre, c'est un passionné. Voilà, c'est un joueur qui est déception en tant que footballeur. Il n'est pas vraiment un avant-centre. Un avant-centre, c'est pas celui qui est capable de jouer sur un côté. Ouais. C'est celui qui est capable de jouer que, voilà, comme Haaland aujourd'hui, qui peut jouer Dans la surface. Dans la surface de réparation. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Lille vient de prendre un. Oui. Lille vient de prendre Oui. un. Et je pense que attaquant pur ou dans notre championnat, c'est le seul qui Olivier, a. Giroud. Mais il a 38 ans. Il va encore marquer beaucoup de buts parce que voilà, je suis content de voir qu'aujourd'hui, un club est capable encore de prendre un numéro 9 pour faire son équipe. Toi, quand tu vois ces joueurs, par exemple, bon, certes, qui ont pris de l'âge, mais revenir dans le championnat de France, ça te fait quoi? Ça fait plaisir de dire que de revenir en France, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne reviennent pas parce qu'ils ont peur de revenir, de la critique, parce que bien évidemment, quand vous faites une carrière à l'étranger et que vous revenez en France, c'est tout remis à zéro. Ouais. On va vous analyser, pas pour votre carrière, mais ce que vous faites aujourd'hui sur le terrain. Et c'est un risque. C'est un risque. Moi, je suis content parce que ça valorise quand même notre championnat. Après, il faut être performant. Pour l'instant, Aubameyang est performant avec Marseille. Olivier, il est performant. On attend. Sur la durée maintenant. Voilà, on attend le retour de Paul Pogba et voilà, ça fait toujours de bien, mais il faut qu'il soit performant pour que les gens puissent se rappeler de ce moment-là, parce que les gens ne vont pas rappeler de leur carrière. Ils vont rappeler de ce qu'ils font sous le moment. C'est comme Alexandre Lacazette qui revient à Lyon et qui doit réécrire finalement une histoire. Il a fait. Ouais. Il y a eu beaucoup, je me rappelle à l'époque, tout le monde est-ce que c'est raisonnable? Il n'est plus l'avant-centre d'avant, il décroche énormément, il ne joue plus comme. Mais il a quand même sauvé Lyon pendant 2 saisons. Ouais. Voilà, il a pu partir au bon moment parce qu'il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il fallait de nouveau reconquérir le public lyonnais. Il a fait. Il est parti en général. En général. Ouais. Toi aussi, tu reviens en France après le Barça. Tu reviens à l'Olympique Lyonnais. Oui. C'est un certain Jean-Michel Aulas qui te convainc de signer à Lyon. Comment? Quels ont été les mots pour faire revenir Sonny en France? C'était plutôt Bernard Lacombe qui avait les mots exacts, parce que quand j'ai discuté avec lui au téléphone, personne ne pouvait imaginer que j'allais ressortir du Barça. Ouais. Et je venais à Lyon. Il m'a parlé de projets sportifs et personnels pour moi, en disant que voilà, le président, c'est le discours de Jean-Michel Aulas, je vais devenir un des plus grands clubs en Europe et un des plus grands clubs en France et gagner le championnat. Il fallait construire, partir du principe, il faut construire une grosse équipe, il faut qu'on soit reconnu et gagner. Et après, le discours de Bernard Lacombe, se disait que Gerland, à l'époque, ça allait être mon jardin, que j'allais marquer des buts comme lui, comme Ginalo, comme d'autres qui sont passés par là, notamment Alain Calvé-Iglia. Il m'avait dit, tu vas te chouchou ici, tout le monde va t'adorer, tu vas marquer des buts parce qu'il y a une équipe pour marquer des buts. Il m'a parlé de ça. Il n'y a pas à partir de là, j'ai dit, OK, s'il y a une équipe qui va jouer, où je vais me faire plaisir, je vais jouer. Tu vas retrouver le plaisir de... Voilà, et surtout de retourner en France. J'avais des contacts à l'étranger, mais c'était le seul contact en France.
et de revenir en France, de repartir, réécrire l'histoire avec le championnat de France, ouais, c'est ce que j'ai souhaité aussi. Tu parlais de ces mots de Bernard Lacombe. C'est un homme qui était ultra important finalement dans ta vie. Tu as dit récemment que c'est comme si tu avais perdu un second père. Ouais. Quelle relation vous aviez tous les deux? Ben, il me connaissait par cœur, Bernard. Et moi, je savais depuis le premier jour quand il m'a parlé pour venir à Lyon, m'a présenté tout Gerland, tous les coins de Gerland dans le sport. Il savait parfaitement quand j'avais bien dormi, mal dormi. Il s'inquiétait par rapport à ma famille, comment allaient mes enfants, comment allait ma femme, est-ce que je suis bien à Lyon. Il savait où j'allais manger. Et il nous surveillait. Et, il était très inquiet vis-à-vis de ma santé. Et quand, à l'époque, quand j'ai perdu mon papa, et il était très, très proche de moi. Et à cette époque-là, c'est lui qui avait décidé avec Jean-Michel Aulas et Jacques Santini de me donner le brassard de capitaine. À ce moment-là, avec la blessure de la ville, voilà, il était très, très proche. Et toujours le petit souci, il savait quand est-ce que j'allais marquer un but, quand est-ce que j'allais. Et je me souviens lui, il était directeur sportif à l'époque. Je suis resté 1 mois et demi sans marquer de but en Ligue 1. J'ai marqué en Coupe d'Europe. Et, et là, il vient, il avait l'habitude de toucher la cuisse comme ça, et il dit, mon petit, il m'avait dit, t'inquiète pas, quand ton premier ballon va rentrer, tu vas pas arrêter. Et je me souviens que c'était à Strasbourg, je marque de la cuisse, il restait 11 matchs, j'ai marqué sur les 11 matchs au championnat. Voilà, Il avait cette touche de sensibilité, il était humain finalement. humain. Il y avait la sensibilité sportive et humaine. Parce que quand on partait, on ne pouvait pas, moi personnellement, quand quand j'ai parté de Travelodge, de son entraînement pour rentrer à la maison, il fallait que je m'arrête à son bureau. Ok. Voilà, il fallait toujours, si je ne parlais pas un jour avec Bernard, c'est pas, voilà, Impossible. c'était impossible. Ouais, c'était pas une journée comme les autres, il fallait que tous les jours que je puisse avoir un mot de Bernard. Ouais, il était cette âme de l'OL. Il inculquait ça aux nouveaux, ceux qui arrivaient, et à ceux qui Oui, il a fait ce que l'OL, c'est lui qui a quand même allé chercher des joueurs, osé aller chercher des joueurs au Brésil, osé chercher des joueurs même en France. Il avait une connaissance et de savoir qu'est-ce que le joueur pouvait apporter au club, qui pouvait apporter à l'équipe. C'était quelqu'un qui avait vraiment, vraiment la connaissance de foot. Et pour moi, c'est surtout le côté humain qui m'a, voilà, pour ça que j'ai dit que c'est comme j'ai perdu un père parce que il s'inquiétait pour moi dans tout ce que, avec ma famille, est-ce que je suis bien à Lyon. Et, et quand on dit qu'on aime, quand je suis parti de Lyon, quand j'ai quitté Lyon, il m'a pas parlé pendant un an. Il n'a pas accepté mon départ. te boudaient. Il boudait. Et un an après, et voilà, finalement, on s'est reparlé. Voilà, et ça m'a fait penser à mon père, que je me suis fâché avec mon père. Je suis resté 6-7 mois sans parler avec mon père. C'était la même chose avec, C'était un amoureux finalement. voilà. C'était de l'amour, c'était parce il a perdu quelque chose. C'est comme s'il avait perdu. J'avais trahi de partir de Lyon quand j'ai quitté Lyon. Et de ce passage à Lyon, tu retiens quoi? C'est les titres, tu retiens les buts, tu retiens cet amour avec les supporters que tu as réussi à créer? Ben, il y a un tout. Ben, surtout, c'est de pouvoir réaliser le rêve des gens. Pourquoi on fait ce sport? C'est de pouvoir réaliser le rêve. Il y en a beaucoup qui rêvent d'être footballeurs. Il y a ceux qui rêvent à travers des footballeurs. Ouais. Et les gens, ils rêvent leur vie. Il faut comprendre que tu as des supporters qui ne mangent pas, qui gardent de l'argent pour aller au match. Il y a des supporters qui passent leur semaine à préparer des tifos, à préparer des choses pour venir nous voir jouer. Et à travers de ça, il va conditionner leur semaine, va conditionner leur week-end. Est-ce que l'équipe elle gagne? Ils vont passer un bon week-end. Et en fait, de pouvoir réaliser, ils attendaient depuis longtemps, ils n'ont jamais été champions de France. Et le moment qu'il y a le premier titre de champion de France, je me suis dit, on a réalisé le rêve des gens. 48 ans après, ouais. 48 ans, on peut dire que voilà, c'est réaliser le rêve des gens. Et en fait, c'est juste ça, c'est que j'ai pu rendre les gens heureux à Lyon. Après, il y a plein de choses. J'ai fait des amis aujourd'hui dans les supporters qui ont resté, des joueurs. C'est l'endroit où j'ai plus d'amis, c'est le côté de Lyon. La ville, il y a plein de choses qui est resté pour moi à Lyon. Mais c'était ce qui reste le plus. Ben, il y a les titres, bien évidemment. Ces titres-là font que les gens ils ont réalisé leur rêve. C'est de dire que les gens, à ce moment-là, ils ont pu réaliser le rêve de pourquoi ils venaient au stade, pourquoi ils rêvaient dans quelque chose. On a réalisé ce rêve-là. Et encore aujourd'hui, dans la rue, on t'en parle que ce soit à Paris, quand tu retournes à Lyon,
On t'arrête pour des photos encore, j'imagine. On te dit ça, on te... Il y a une différence de génération. Génération. Il y a la génération qui dit ah, merci pour ce que tu as fait pour le foot français, merci ce que tu as fait pour Lyon. Il y a d'autres qui disent merci ce que tu fais à la télé. Attends, on connaît à la télé. Voilà, connais la télé. Voilà, et c'est comme la plupart aujourd'hui, ben, c'est une génération, voilà, c'est une génération, mais l'important c'est de pouvoir marquer les gens, quoi que ce soit. En parlant d'amis à Lyon, montrer, tu peux mettre play. Salut Sonny, c'est Greg. Comment il va mon pistolero? Bon écoute, je voulais juste que tu racontes cette petite anecdote qu'on a, enfin, dans une conversation où je me souviens que je t'avais posé cette question, de dire en face à face comment tu procédais, et tu m'avais dit cette réponse géniale que tu regardais énormément les appuis des gardiens de but. Bon après je pense que ta dextérité faisait que tu partais aussi bien à droite qu'à gauche, mais je pense qu'il y a un petit truc à raconter parce que c'est vrai que tu étais un sacré buteur en tout cas. Merci pour les belles années qu'on a vécues ensemble. Ce que tu as ramené à Lyon, c'était phénoménal au-delà de ta qualité de footballeur et comme bonhomme. C'est pour ça qu'on est toujours ensemble, je pense, qu'on s'entend si bien. Merci pour tout mon pistolero. À très vite. Ciao. Ouais, mon pipio, c'est quelque chose je pense que les attaquants n'étudient pas beaucoup les gardiens. On ne demande pas des conseils à d'autres gardiens. Parce qu'en fait, un gardien, moi je faisais toujours attention, quand le gardien il commence à avancer, c'est là où il faut frapper. Ok. Parce qu'en fait, si vous arrivez, il y a une distance entre le gardien et l'attaquant. Si vous arrivez trop près, le gardien il a déjà sur ses appuis. Quand il commence à partir, il n'a plus ses appuis. Et là, soit vous tapez à droite, à gauche, soit vous dribblez à droite, à gauche. Mais il faut pouvoir. Moi, je faisais beaucoup exprès de pousser le ballon et baisser la tête. Parce que le gardien il pensait que je ne l'avais pas vu. Et là, il commençait à avancer. C'est ce moment-là où on fait le geste pour dribbler ou pour frapper. Vous avez En fait, entendu les enfants qui vont regarder cette vidéo, les futurs grands attaquants, faut qu'ils... étudier les gardiens. Il y a plein de gardiens que je savais qu'ils ne sortaient pas. Par exemple, moi, j'avais tendance, quand on jouait contre Bernard Lama, un très, très grand gardien, mais Bernard, il plongeait toujours en arrière. Ok. C'était sa nature. Il y a un moment où j'ai joué au parc contre lui. J'ai dit, le moment qu'il va plonger en arrière, je vais mettre ma main sur son épaule, il ne pourra pas aller en arrière. Et j'ai marqué de la tête. C'est en fait, en connaissant les gardiens, il y avait des gardiens qui allaient tout le temps, qui plongeaient tout le temps. Et ce moment-là, il fallait attendre. Quand il va plonger, il faut. C'est du bluff, en fait. Mais c'est de connaître. C'est de connaître. Aujourd'hui, j'ai pas quand je vois beaucoup des choses sur des attaquants qui arrivent devant un gardien, qui font un choix de frapper fort. Ben, ça veut dire que c'est le choix le plus facile, mais on ne sait pas où va la balle. Ouais. Où va la balle. On peut toujours placer les ballons, on peut toujours regarder le gardien. Vous arrivez au premier poteau, ben, frappez en l'air. Ben, je dis toujours quand je vois des joueurs qui arrivent devant le gardien sur le côté et qui frappent pour le petit filet ou qui frappent sur le gardien, frappez en l'air. Quand vous avez le gardien, j'ai parlé beaucoup avec Siné de ça, c'est que gardien, vous êtes sur un côté, le gardien il avance au premier poteau. Vous imaginez la place qu'il y a derrière et tout le but. Vous faites un lob, vous pouvez marquer le but. C'est justement d'étudier. Et ce qu'il dit Greg, on a beaucoup parlé parce que j'étais très très proche des gardiens, parce que je voulais connaître quand même les gardiens. Et moi j'arrête toujours de dire, en fait, quand le gardien il avance, c'est son premier appui. Il est en train d'avancer, il ne peut plus changer d'appui. Il est dans une position faible, en fait. Voilà. S'il avance, qu'il s'arrête, là, il a ses appuis. Là, il peut décider d'aller à gauche ou à droite. En revanche, quand il est en train de monter, là, il ne peut plus changer des appuis. Et c'est là où il faut prendre la décision. Il faut aller vite, il faut être instinctif. Très, très vite. Et à Lyon, pour toi, ton plus beau but, le plus beau but de ta carrière? Enfin, que ce soit à Lyon, dans ta carrière. Ouais, mais à Lyon, c'était contre mon ami Steph Porato. Ok. C'était à Lyon-Monaco. Je reçois un ballon sur le côté une passe décisive. Eric Carrière sur le point de corner. Il est compté comme passe décisive. Ça compte. J'ai dit, Eric, c'est compté comme passe décisive. En fait, quand je passe sur le côté, et Stéphane Porato qui avance, et là, je suis sur mon pied gauche, et il est plus haut parce que j'ai réalisé exactement ce que je voulais faire. J'ai dit, si j'arrive à frapper de gauche, lobé, qu'elle a la lucarne opposée, je marque. Et j'ai fait le geste qu'il fallait faire, il est parti du côté opposé, en pleine lucarne. Voilà, parce que j'ai réalisé exactement ce que je voulais faire à ce moment-là. Moi, c'est le plus beau. Marqué contre l'OM. J'ai marqué. Ouais, ça fait quoi de marquer contre son ancien club? Est-ce qu'il y a
On ressent quelque chose de spécial après ou... Non, 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 parce que moi, j'ai pas de principe, c'est que je défends une couleur, je défends un club. Si j'avais de la peine pour marquer contre les anciennes équipes, j'ai marqué contre le Barça quand j'étais à Villarreal, j'ai marqué contre Marseille en étant à Monaco et à Lyon. Moi, je défends une couleur, je défends un club. Après, bien évidemment, c'est toujours le premier but, c'est vous marquez contre l'ancien club, mais vous défendez une couleur, vous défendez un club. Et moi, c'était normal, voilà, Faut mettre de non, côté les sentiments. j'avais pas des sentiments à ce moment-là parce que j'ai marqué contre, même si j'ai marqué contre un ancien club, mais je défendais une autre couleur, un autre club. C'était normal pour moi, c'est normal d'être heureux d'avoir marqué un but parce que même si c'est contre un ancien club. C'est quoi la sensation d'un attaquant quand il marque un but? De façon générale, c'est quoi? Inexplicable. Ouais. C'est la chose qui m'a manqué le plus quand j'ai arrêté ma carrière. J'avais préparé d'arrêter ma carrière, mais de dire que la première semaine, c'était difficile. Ces émotions-là, je ne pourrais plus voir ces émotions-là de 15-20 secondes après un but qui fait exploser un stade. Mm. Cette sensation de joie et que j'aurais pu la vivre, euh, c'est euh, c'est quelque chose de... Voilà. Même si aujourd'hui on regarde, mais on peut regarder les buts, on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas les mêmes émotions. Ces émotions de marquer, que ce soit un but de l'ordre de la surface, un penalty ou un but ou juste la poussée dans le but, cette sensation de voir exploser un stade, ben, ça m'a manqué. C'est quelque chose qui est c'est tellement fabuleux et il y a rien d'autre. On pense à rien quand ces moments-là, mais on est tellement dans l'émotion, le cœur il accélère. On se dit, ben, c'est merveilleux. Et comment donc on vit ça quand on arrête sa carrière? Est-ce qu'on on se refait des matchs, on se refait des films de matchs? Ouais, j'avais le choix de plus le faire parce que je pouvais plus voir ces sensations-là. Bien évidemment, avec les enfants, voilà, j'ai montré les buts parce qu'ils ont commencé à dire, bon, voilà, je suis pas quelqu'un de regarder tous mes buts, je regarde pas, voilà, parce qu'ils sont, de toute façon, ils sont dans la tête. Ouais. Ils sont là, c'est pas besoin de le voir, ils sont tous là-dedans. Et surtout, c'est que on n'a pas la même émotion de regarder. Bah là, l'autre jour, j'ai regardé ça avec ma fille, de mes enfants, et que j'ai dit, bah oui, tu as fait tout ça, papa. Oui, oui, et pour moi, c'était normal de le faire. Voilà, pour moi, c'était normal, c'était mon métier, c'était ce qui me demandait à ce moment-là de le faire. Mais non, je ne suis pas quelqu'un de regarder mes buts. Je le vois passer sur les réseaux, je le vois passer, mais on n'a plus la même émotion. Ça ne vaut pas la peine de le regarder. Il y a cette fierté pour les enfants qui viennent te poser des questions, tes enfants qui te disent papa, il a fait ça, il a marqué tel but, on savait pas que tu avais fait ça, que tu avais joué là-bas. Ouais, ils ne savaient pas que j'avais joué, quand je raconte avec qui j'ai joué en France, même à Barcelone, à Villarreal. Ah, mais tu as joué avec lui. L'autre jour, j'étais avec Titi. Ben, oui, oui, Titi, j'ai le connu. Il était tout petit à Monaco. Ah, mais tu le connais. Tu connais Fabien Barthez. Je dis, oui, on a joué ensemble avec Fabien. Il dit, ben, tu as joué avec Guardiola. J'ai joué avec. Voilà. Les enfants, ils n'arrivent pas à réaliser que j'ai joué avec ces joueurs-là parce que c'est le papa, c'est pas le footballeur qu'ils connaissent. Et là, après, ça reste pas longtemps, hein. Une fois que j'ai expliqué ça, après, il passe à autre chose. Après, on va dire aux copains, parfois il connaît Guardiola, il connaît Thierry. Non, 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 ils disent pas aux copains, c'est le copain qui leur dit, bah, c'est ton papa. Mais maintenant, c'est ton papa qui travaille à la télé. Voilà, c'est ça. C'est pas le papa qui est footballeur. C'est vrai que ceux qui t'ont connu footballeur, ceux qui te voient à la télé, dissocient finalement. Pour eux, c'est pas le même Sonny Anderson. Mais c'est comme Yannick Noah qui tennis et qui fait la chanson pour beaucoup de ma génération. Avant, ils ne connaissent pas en tant que tennisman, ils se connaissent plutôt comme un chanteur. Mais moi, aujourd'hui, je suis un consultant de télé, pas un footballeur. Ouais, comme tu disais, ça fait combien de temps déjà dans la télé maintenant? 14 ans. 14 ans et 20 ans de carrière de 20 ans de footballeur. carrière de footballeur. On y est quasiment, hein. On y est. On va y arriver. Ouais. Bientôt, tu dépasseras même les dinosaures qui sont à la télé. Après Lyon, il y a retour en Espagne, Villarreal, petite étape d'un an. Pourquoi Villarreal? Alors, moi, j'ai quitté Lyon sans club. Parce que C'était un choix de quitter Lyon? non, c'était un choix forcé.
C'était un choix forcé parce que moi, j'aime rester un an de contrat. Il y a une lettre de sortie, que c'est moi qui décidais si j'allais rester ou pas à Lyon. Et moi, je voulais prolonger un an de plus pour finir ma carrière à Lyon. Euh, et à l'époque, c'est Paul Le Guen qui était le coach. Je n'avais pas eu les mots de Paul Le Guen, mais les mots du président qui me disait je ne suis pas sûr que Paul compte sur toi vraiment pour la saison prochaine pour faire tous les matchs. Et j'ai dit, alors je pars. Et là, on est tombé d'accord et tout ça. Je suis parti. Et ce qui est bien, c'est que Paul, un an après, il est venu me voir pour me dire, excuse-moi, Sonny, je me suis trompé. Parce que je ne pensais pas que tu étais capable de faire encore, être à ce niveau-là. Voilà. Et j'ai dit, Paul, il n'y a pas de souci. Tu es un coach, tu gères une équipe, tu gères Il a fait son voilà, choix. il a fait son choix et je respecte énormément. Et Villarreal, moi, voilà, j'étais en vacances et mes agents m'appellent, me disent, Sonny, il y a Villarreal. Et pour moi, c'était une fierté de pouvoir retourner en Espagne et de remontrer, voilà, dans un autre contexte que Barcelone, parce que je suis capable de le faire à Villarreal. Et j'ai eu quand même la chance de voir une belle équipe, très bonne réussite, de jouer avec des joueurs exceptionnels, que ce soit Riquelme, Coloccini, il y avait des joueurs exceptionnels dans l'équipe. Et j'ai fini meilleur buteur de l'UEFA. J'ai failli faire une finale contre Marseille. On perd contre Valence en demi-finale. Voilà, j'ai marqué 7 buts en Coupe d'UEFA à l'époque. J'ai fini meilleur buteur de la compétition. À 34 ans, j'ai dit, oui, voilà, j'ai réussi quand même mon pari de revenir en Espagne. Et récemment, il y a un autre Lyonnais qui a rejoint Villarreal, Georges-Nico Telze. Je parlais avec lui. J'ai expliqué que Villarreal, c'est un club qui a toujours réussi pour les joueurs. Robert Pérez qui a joué là-bas, il y a beaucoup de joueurs. C'est un club familial. C'est un club qui n'a pas vraiment de la pression. C'est le bon lieu de Valence. Voilà, il a tout pour aussi, parce que le président, c'est M. Roy qui est encore là depuis des années, qui est là-bas. C'est un club qui, pour lui, ça va. Même s'il est triste de partir parce qu'il ne souhaitait pas partir de Lyon, mais c'est un club qui peut le réussir. Tu suis encore, j'imagine, donc l'actualité de l'Olympique Lyonnais, comment le club se porte aujourd'hui dans des difficultés financières assez dramatiques. Ça te fait quoi de voir l'OL aujourd'hui dans cet état? Je suis vraiment content que ça, c'est en train de redresser. Ils ont compris. Bien évidemment, il fallait vraiment le départ de John Textor pour que le club puisse se redresser. Enfin, c'était pas possible, son management, sa façon de fonctionner, c'était pas possible. Aujourd'hui, le fait d'être cadré par la DNCG, l'UEFA, ça aide l'Olympique Lyonnais à être de nouveau compétitif. Parce qu'il n'y a plus de folie dans le mercato. Aller la recherche des joueurs qui sont capables de réussir, faire un pari. C'est un pari. Pour l'instant, ça gagne. Mais on a parlé d'attaquants. Il va falloir, pour aller loin, pour l'Olympique Lyonnais, pour aller loin dans les compétitions, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue Europa, il faut qu'ils trouvent un attaquant buteur parce qu'ils n'en ont pas. Ils ont perdu Mikotadze, Alexandre Lacazette. Et pour l'instant, ils n'ont pas cet attaquant-là. Et pour aller plus loin, il faut trouver un vrai avant-centre. Et que les nouveaux qui sont là s'inscrivent dans la durée avec le club, dans un projet. Parce que si c'est juste de passage, parce qu'ils sont là pour aider le club pendant un an, non, il faut que ça s'inscrive dans la durée, qu'il y ait une vraie identité de nouveau, une nouvelle identité. Nous, on a écrit l'histoire du club. C'est à eux maintenant de le faire avec une autre identité lyonnaise. Il reste un dernier dinosaure dans cette équipe, c'est Tolisso. Ah oui, Dernier visage de l'OM. Coco. Coco qui t'apprécie énormément et qui dit souvent beaucoup de bien de toi, qui est toujours inspiré par toi. T'en penses quoi de son aventure aussi à Lyon aujourd'hui? Il a pris les rênes un peu de cette équipe. Oui, il a la continuité de sa saison dernière. C'était exceptionnel. Avec Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, lui, ils ont tenu l'OL la saison dernière. Il est dans la continuité de ce qu'il est capable de le faire. Moi, j'ai dit aujourd'hui, Lyon, sans Tolisso, dans l'équipe, c'est plus le même Lyon. Parce qu'il est au cœur, il est lyonnais, il sait ce qu'il veut. Sur le terrain, toujours, j'ai vu, il jouait même avant-centre. Il n'y a pas d'avant-centre, il était avant-centre. Et physiquement, il est extraordinaire. Il n'a jamais été aussi bien physiquement. Il tient, avec sa expérience, les jeunes qui arrivent dans le club. Moi, je ne suis pas surpris. Je suis surtout heureux pour lui qu'il se fasse aujourd'hui plaisir depuis plus d'un an.
vraiment loin de ses blessures et qui en plus voit le vrai Tolisso qu'on a connu avant. Bah, moi, j'ai dit, Lyon aujourd'hui, sans lui, ça ne sera pas la même équipe. Heureusement qu'il est encore là pour cadrer, pour donner cette identité qui est celle de Lyon. On a vu cet été pas mal d'anciens joueurs revenir. Olivier Giroud, Benjamin Pavard, Aubameyang. Il y a un joueur qui est bientôt en fin de contrat en Arabie Saoudite, qui est numéro 9 à Al Ittihad. Je reprendrai, toi, 6 mois à Lyon. Toujours. Karim Benzema. Il arrive à la place de mon équipe toujours, même s'il a 40 ans, parce qu'il a une connaissance de football, une élégance, une façon de... Oui, bah oui. Moi, si on tente rien, on n'a rien. Moi, si je conseille l'Olympique Lyonnais, même s'il dit non, il faut le tenter. Il faut tenter. Faut tenter. Ça se trouve, il a envie de revenir à Lyon, on ne sait pas, on ne saura pas. Mais oui, je le prends énormément et ça fera de bien pour notre championnat et pour Lyon. Mais j'estime. Elle t'inspire quoi, sa carrière, à Karim? Inspire, c'est énorme. Quand vous êtes Ballon d'Or au-delà des 30 ans, c'est que vous avez fait une carrière exceptionnelle. Et moi, quand on parlait tout à l'heure, on parle d'avant-centre. Pour moi, c'est juste un passionné, quelqu'un qui aime le jeu. Qui aime le jeu. Il a commencé à Lyon sur le côté gauche, il a joué, il a fait avec Fred, c'était bien, il va à Madrid, il apprend, il a pris le métier avec Cristiano Ronaldo, avec le Real, l'exigence. Il a fait grandir d'autres joueurs avec lui, comme Vinicius, comme Rodrigo, qui ont grandi avec lui. Il a fait progresser d'autres joueurs. Et quand vous faites progresser des joueurs, quand vous faites sortir des joueurs de l'ombre à la lumière, ça veut dire que voilà, vous avez réussi au-delà de votre carrière en tant que joueur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné pour le foot, qui aime le foot. Moi, j'ai toujours adoré sa façon de jouer, sa finesse. Voilà. L'action, je me souviens toujours que le Real, il y a Cristiano Ronaldo, mais les actions vraiment de Real, elles partaient au départ de lui. C'est lui qui décrochait avec sa intelligence de déplacement, de jeu. Et voilà, sa carrière, c'est tout simplement énorme. Il méritait de voir le Ballon d'Or. Voilà, il a tout eu dans sa carrière. Voilà, moi, je suis toujours, je serai toujours fan de Karim. Tu le disais, tu es consultant pour Beansport maintenant depuis 14 ans. Tu analyses le football espagnol, la Liga. Ce que tu vois aujourd'hui en Liga, ça t'inspire quoi aussi, ce nouveau Real Madrid, ce nouveau FC Barcelone, ces nouveaux joueurs qui émergent? Il y a les nouveaux, il faut donner le temps. En revanche, Barcelone, pour moi, ils sont encore en avance par rapport au Real. Le Real, ils ont une attaque de folie. Il manque quand même beaucoup de joueurs. Parce que quand vous perdez Modric, Kroos, vous perdez énormément dans votre milieu de terrain. Mais le Real, et c'est toujours le Real, il va toujours sortir aujourd'hui son premier de la Liga. Le Barça s'est fait accrocher. Mais le Barça a un effectif beaucoup plus riche que celui de Real. Ça reste toujours, il y aura toujours une surprise en Espagne. Mais ce sera toujours Barça, Real ou Atlético qui vont être là devant. Mais le cœur, il est toujours barcelonais. À Barcelone, il y a le petit génie Yamal. Oui. Tu vois marquer une génération, ce joueur. J'espère. Ça vient encore un joueur qui joue sur le côté, c'est pas un avant-centre. Voilà, c'est cette génération qui est comme ça. J'espère qu'il va marquer pour lui, ce qui arrive là pour lui, c'est trop tôt dans sa carrière. Et c'est exceptionnel, c'est un génie, mais il faut que ça dure. Pour un footballeur, faire quelques saisons, c'est bien, mais faire une carrière comme a fait Cristiano et a fait Messi, je souhaite pour lui qu'il va aussi faire cette carrière-là, que des jeunes joueurs vont pouvoir inspirer de lui. Alors, quelque chose qu'on ne savait pas qu'on vient d'apprendre, tu as lancé la mode des chaussettes hautes, c'est ça? Oui. Tu as inspiré tous les grands attaquants? Oui, j'ai eu. Ça a commencé déjà au Brésil. Je me sentais bien comme ça. Ça a commencé parce qu'en fait, au lieu d'être fatigué sur le terrain, au lieu de mettre les mains, parce que mon père il détestait à l'époque de mettre les mains sur la hanche comme ça et d'être fatigué. Et là, moi j'étais fatigué, j'ai baissé les chaussettes, j'ai remonté les chaussettes. Et en remontant les chaussettes, je me suis dit, je me sens mieux. Et ça a commencé comme ça. Et il y a eu Didier Drogba, il montait ses chaussettes aussi par rapport à. Parce qu'ils t'ont vu le faire. Parce qu'ils m'ont vu le faire. Et ça a resté. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais c'est moi qui ai commencé à monter les chaussettes les années 90. Oui, ça.
Tu étais un peu le Jules Koundé de l'époque. Tu Ah, inspirais. il est plus classe. Il est classe. Je connais les classes. Tu tenterais pas des petites tenues comme Jules Koundé, comme ça? Non, à l'époque, tu. Ben, à l'époque, nous, on était plutôt sur les coupes de cheveux. Nous. Quand Ronaldo il a sorti ça rasé, tout le monde était rasé. Voilà, il fallait laisser les tresses. On faisait les tresses. On était plutôt la couleur. Ben non, j'ai jamais fait des couleurs bizarres sur les cheveux, mais c'est surtout quand à l'époque, bon, 97, 98, on était pratiquement tous rasés. On se rasait la tête, les joueurs. Ben, Luis Enrique de Paris Saint-Germain, il était rasé. J'ai une photo avec lui. On joue contre le Manchester United, on est tous les deux rasés de la tête. Vous vouliez faire comme Zidane? Vous vouliez faire pareil? Oui, mais non, c'est comme Zidane, c'était pas possible. Il fallait voir les mêmes pieds, mais c'était pas possible. Donc, c'était pas les crêtes, comme on voit Cristiano aujourd'hui ou autre, c'était pas. Non, 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 fallait pas, Folklore. non, pas de folklore. On avait surtout à l'époque rasé, cheveux très courts, voilà, Simple, efficace. simple, efficace. Mais un joueur qui est pas loin de cette coupe de cheveux, c'est Kylian Mbappé à Madrid. Cheveux courts, hein, il t'inspire quoi? Tu le vois cette saison être le leader du Real Madrid, le leader tant attendu finalement depuis Moi, quelques années. moi, ce que j'ai peur cette année pour Kylian, c'est qu'il soit vraiment, vraiment trop haut pour l'équipe de Real. Ouais, plus fort que Plus l'autre. fort que le Real. Parce qu'aujourd'hui, il a une préparation, quand on le voit physiquement, quand on voit comme il est en train de le faire, et il a envie de revanchard par rapport, même si la saison dernière, il a tout gagné en tant que buteur. Le Real n'a rien gagné. Real n'a rien gagné. Et je pense qu'il a envie de faire une super saison. Est-ce que l'équipe de Real va pouvoir le suivre? C'est là où je me pose la question, parce que d'être trop en forme, est-ce que l'équipe est capable de pouvoir le suivre? Il va falloir que Vinicius, Rodrigo, Bellingham puissent le suivre à son rythme. Là, parce que ce que j'ai vu au début de saison, c'est qu'il est vraiment, vraiment très, très en forme et qu'il a envie de tout casser cette année. Il faut que le Real le suive. Et tu crois qu'on peut assembler autant de stars dans une équipe? Il n'y a pas trop de stars finalement au Real. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, c'est pas trop finalement pour cette équipe. Ben, ça dépend ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à faire grandir un club ou on cherche à grandir soi-même? Voilà. Et moi, ce que je posais la question, c'est comment on va réagir effectivement entre Vinicius et Mbappé. Parce que l'année dernière, Mbappé il a marqué des buts, a tout gagné. Vinicius est moins bien. Aujourd'hui, Leicester qui est devenu au Real, c'est Kylian Mbappé, c'est plus Vinicius. Alors que quand Kylian est arrivé, c'était Vinicius qui était Leicester. Et comment Vinicius va réagir? Ils se ressemblent dans le jeu, mais il va falloir qu'ils soient intelligents tous les deux pour pouvoir jouer ensemble. S'ils arrivent à être intelligents et de pouvoir combiner, de jouer ensemble, ils pourront faire en sorte que le Real gagne des choses. S'ils sont chacun pour leur performance personnelle, le Real aura du mal à gagner des titres. Pour toi, cette année, quelle peut être l'équipe surprise en Europe? L'équipe qui peut aller, qui peut surprendre de par son jeu, de par les titres qu'elle gagnera. C'est toujours difficile parce que quand on voit ce qu'a fait Liverpool au niveau de recrutement, quand ils sont capables de faire. Ben, ouais, pour l'instant, on se base surtout sur les équipes qui ont recruté. Une équipe aujourd'hui, ben, j'ai envie quand même de la confirmation de Paris Saint-Germain. Ouais. J'ai envie que Paris confirme ce qu'il a fait, parce que même si je pense que Paris va être plus fort que la saison dernière. Pourquoi? Parce que Paris est en train de se permettre de se faire la préparation pendant les matchs de championnat. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de gagner une Super Coupe d'Europe en ayant fait 4-5 jours de préparation et que vous êtes en train de utiliser votre championnat pour faire les matchs de préparation, ça veut dire que vous êtes normalement, vous devez être en retard au niveau de la préparation. Ils vont être en avance par rapport à beaucoup, beaucoup d'équipes. Ils sont dans la gestion. Dans la gestion, ça veut dire que quand les équipes vont voir le coup de moins bien, c'est là où Paris Saint-Germain va être physiquement va être au top et techniquement, tactiquement, il va être au top. Là, aujourd'hui, c'est que la mise en route d'une préparation qui arrive à la fin. Et quand ils vont arriver d'ici 1 mois et 2 mois, où les équipes vont voir un coup de moins bien, là, ils vont être. Je pense que le fait d'avoir repris et de continuer cette préparation, ils vont être encore plus forts que la saison dernière. Malgré très peu de recrutement, cette équipe, pour toi, aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Europe, sans aucun doute. Bah oui, collectivement, dans la façon de jouer, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Il faut juste être attentif parce que les joueurs, vous avez l'effectif de Paris Saint-Germain, c'est juste les questions des blessures, la gestion d'effectifs qui a Luis Enrique qui le fait très bien. Quand vous êtes capable d'enchaîner
des sprints, enchaîner des sprints pour défendre, pour attaquer. Ils ne sont pas capables de faire ça aujourd'hui, là maintenant, parce qu'ils sont en pleine préparation. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ils vont le faire d'ici 2-3 mois, ils vont le faire. Niveau collectif, niveau de joueurs, pour moi, c'est la meilleure équipe en Europe. Ce que fait Luis Enrique, c'est finalement avec cette équipe, pareil, personne ne l'attendait à ce niveau-là, capable de créer cette équipe à son image et il a réussi à le faire. Non, moi j'y croyais. Tu croyais? Parce qu'en fait, il y a 2 ans, quand ils font la finale à Nantes, la finale de Coupe de France, ils gagnent Ouais. contre Lyon. Bien. Et je me pose la question, Luis Enrique, est-ce qu'il t'a déjà trouvé dans l'équipe ce que tu souhaites pour toi? Il m'avait dit pas encore. Mais l'année prochaine, voilà. C'est-à-dire que moi, je sais que Luis Enrique, il faut comprendre que Luis Enrique, c'était un joueur qui jouait arrière droit, Ouais. milieu défensif, avant-centre, ailier gauche, ailier droit. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé à faire avec son équipe au début de saison, de l'année dernière, c'était de pouvoir s'adapter, que les joueurs puissent s'adapter, de jouer à plusieurs postes. Voilà, Ça le permet, interchangeable. voilà, ça permettait à lui, qui pendant le match lui-même, s'il y avait besoin, pas besoin de faire un changement, juste de changer des joueurs de poste. Et les joueurs, ils ont adhéré à ça. Ça veut dire que quand on voyait que Jean Neves était arrière gauche, tout le monde se disait pourquoi il va jouer arrière gauche, c'est pas un arrière gauche. Warren, par exemple. Qui joue arrière droit. Quand on voit des joueurs qui étaient capables de. Encore plus, quand Ousmane est passé avant-centre, pourquoi le mêler avant-centre? Des Doué qui a joué sur le côté, qui joue milieu de terrain, qui a joué avant-centre. Quand on voit aujourd'hui la facilité qu'a Hakimi pour être en tant qu'attaquant, pour jouer milieu de terrain, Nuno Gomes qui vient d'un axe, qui joue milieu de terrain, on ne pouvait pas imaginer avant les arrières, il fallait rester sur le côté, attaquer sur le côté, pas déséquilibrer l'équipe. Le fait de pouvoir déséquilibrer toute une équipe à diverses par le mouvement, c'est ce qui fait l'occupation des espaces, ce qui est très important, c'est ce qu'il utilise énormément. En fait, l'image aujourd'hui de Paris Saint-Germain, c'est l'image de Luis Enrique, telle qu'elle était comme joueur. Il faut être capable de jouer sur plusieurs postes, répéter les espoirs. Voilà, c'est comme il était, et de voir cette envie. Quand on voit le Paris Saint-Germain aujourd'hui, j'ai joué avec lui à Barcelone, cette envie de voir gagner tous les matchs, de gagner tout le temps. Et c'est ce qu'il y a au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils veulent gagner tous les matchs, n'importe quel match. Tu aurais aimé jouer avec Achraf Hakimi? Est-ce qu'il aurait aimé jouer avec moi? Je pense qu'il t'aurait fait. Parce que converti il marque des buts. Moi, j'avais l'habitude avant que les arrières ils sont prêts pour que je marque des buts. Il aime marquer des buts. Bien évidemment, on a toujours envie de jouer avec des grands joueurs, notamment un joueur qui a aussi la facilité d'être aussi devant lui, de trouver des espaces pour les attaquants. Bien évidemment, j'aurais voulu jouer même avec toute cette équipe de Paris Saint-Germain. En 2007, 11 juin 2007, tu te souviens de cette date, Stade de Gerland? En jubilé. Ton jubilé. Devant 30 000 spectateurs. Tu te souviens de quoi? Ce moment, c'est le fil de toute ta carrière qui revient, c'est le vivre le moment présent avec tes amis, c'est ceux qui t'ont permis aussi d'avoir cette carrière, de vivre cette belle carrière. Comment tu as vécu ce jubilé? Quand on fait un jubilé, c'est vraiment la fin d'une vie de footballeur. Voilà. Et ce moment-là, c'était pour moi très important de regrouper les gens qui ont compté pour moi dans le foot, même s'il y en a qui n'ont pas pu venir à ce moment-là, c'est d'être présent, de rendre hommage au foot par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma carrière. C'est dire, voilà, je ne pouvais pas partir sans faire un jubilé, sans dire merci au foot, merci à les gens qui ont compté pour moi, parce qu'il y en a qui sont venus du Brésil pour être là avec moi. Il fallait que je dise au revoir au football, au foot, qui m'a rendu tout ce qui m'avait donné le foot, et de pouvoir être là, de pouvoir jouer avec mon frère qui était là et de participer au match avec lui, c'était important parce que 2 ans après, il est décédé. De pouvoir jouer avec lui, c'était celui que j'ai plus de contacts à l'époque et qu'on n'a jamais pu, même pas faire un match professionnel ensemble ou contre, parce qu'il a eu une carrière qui est raccourcie par les blessures et ça. Et voilà, j'ai fait en 2007 mon jubilé et 2 ans après, il est décédé. Pour moi, c'était un moment qui était important pour le faire. Merci Sonny pour ce voyage dans le temps, pour ces souvenirs. Merci. Pour ta disponibilité toujours, pour ton sourire et ton amabilité à chaque fois de répondre présent à nos demandes et d'avoir
raconter un bout de ton histoire. On saura pas tout de Non. toi, heureusement. Mais c'était un plaisir de t'avoir ici pour cet épisode. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Et puis, une prochaine pour d'autres épisodes de Secret de Star. Merci, Sonny. Merci. Obrigado. De nada. Obrigado. Te-